Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. 45e président des États-Unis qui sera aussi le 47e président. Donald Trump est arrivé en tête de l'élection présidentielle à la suite du vote hier. Les décomptes se sont déroulés cette nuit et la confirmation de cette victoire a été entérinée dans la journée. Victoire donc historique. Beaucoup parlent d'un tour de force. Oui, c'est une vague rouge qui a amené le républicain Donald Trump une nouvelle fois à la Maison-Blanche après avoir été élu président en 2016. Avec des résultats encore provisoires, Donald Trump a dépassé la majorité de 270 électeurs requis pour accéder à la présidence et progresse dans tous les États du pays. Il a notamment remporté les fameux swing states, les États pivots comme la Géorgie, la Caroline du Nord ou encore la Pennsylvanie, État très convoité avec ses 19 grands électeurs. Ce matin, depuis son QG en Floride, il s'annonçait déjà vainqueur alors qu'il n'avait pas encore officiellement remporté l'élection. Écoutez Donald Trump. Chers amis, on a des milliers d'amis ici présents. C'est un mouvement incroyable. C'est un mouvement comme on n'en a jamais vu par le passé. Pour tout vous dire, je pense que c'est le plus grand mouvement politique que nous n'avons jamais vu par le passé dans notre pays. Et à présent, on va atteindre une nouvelle étape importante. À présent, on va aider notre pays à se remettre sur pied. On a un pays qui a besoin d'aide, qui a urgemment besoin d'aide. On va régler la question de notre frontière, on va tout régler dans notre pays. Donald Trump à l'instant depuis son QG en Floride. Ce matin, le candidat républicain avait aussi revendiqué avoir remporté le vote populaire et les chiffres semblent de plus en plus lui donner raison. Chez les militants pro-Trump, ce sont des scènes de liesse qui ont accompagné l'annonce des premiers résultats. Voici quelques réactions recueillies par Laurent Kramer, correspondant pour France Culture. La clé de ce vote, c'est justement une grosse vague incontestable avec beaucoup de monde, de nouveaux électeurs. Nous ne sommes pas dans les marges d'erreur ni dans les manipulations possibles. Alors à quoi Donald Trump doit-il sa victoire? À un certain talent qui lui a permis de faire cette résurrection, au fait surtout d'avoir réussi à mobiliser un électorat rural et populaire autour des thèmes du pouvoir d'achat et de l'immigration. Et puis, les électeurs ont vu en lui autre chose qu'un homme politique. Écoutez ce jeune militant au micro de France Culture. Il est un des hommes les plus riches du monde, il n'est pas un politicien, il est hors système, il n'a pas besoin de la politique, il pourrait faire toute autre chose et rester sur la plage, mais non, il ne fait pas car il aime l'Amérique. À noter que les Républicains ont aussi repris le contrôle du Sénat puisque les citoyens américains étaient aussi appelés aux urnes pour élire d'autres élus, dont les sénateurs, en parallèle donc de cette fameuse présidentielle. Côté démocrate, Shirley, comment a été reçue cette victoire de Donald Trump? Alors avec déception, vous l'imaginez. Ce matin, l'écrivaine américaine et francophone Lauren Groff était au micro de Léa Salamé sur France Inter. Elle soutenait Kamala Harris et après tout cela, c'était le grand désarroi pour elle. J'ai le cœur très brisé. Ça me fait très très mal. Je n'arrive même pas à parler anglais, alors français c'est difficile. Parce que la souffrance qui va venir après cette décision, la souffrance pour les vulnérables, pour les personnes qui ne peuvent pas voter, pour la souffrance pour l'Europe, pour le reste du monde, ça va être très grand. Et je ne sais pas quoi dire parce que j'ai eu de la confiance dans mes compatriotes et je n'ai plus de confiance là. Je suis si triste. Je ne peux pas arriver d'imaginer pourquoi on est ici. Alors comment expliquer cette défaite? Il y a évidemment une quantité de facteurs. Des analystes parlent du caractère précipité de la campagne de Kamala Harris, voire non préparée. La candidate avait dû remplacer Joe Biden qui avait eu des problèmes de santé et n'a eu que 100 jours de campagne. Certains avancent aussi que la transformation idéologique du camp démocrate a joué dans tout cela, comme Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'université Paris 8. Il était ce matin sur France Info.
Il n'y a pas eu de programme justement dans la campagne, vous avez bien raison, n'ont pas adressé les questions profondes, les questions profondes liées à ces questions de déclassement économique et social, de ce sentiment d'abandon que les démocrates n'ont pas su adresser non plus, parce que le Parti démocrate, depuis maintenant des décennies maintenant, a changé de base sociologique. Avant, il représentait les couches ouvrières traditionnelles que Biden a su mobiliser justement dans le Michigan et en Pennsylvanie, mais depuis 20-25 ans, le Parti démocrate s'est dirigé vers les couches moyennes supérieures, n'est-ce pas ? Pour d'autres comme François Bunel, journaliste et auteur de la revue America, c'est aussi la faute au gender gap. Pour lui, les États-Unis n'étaient pas prêts pour élire une femme. On appelle ça gender gap parce qu'on n'ose pas dire qu'en réalité, il y a une misogynie absolument terrifiante aux États-Unis et que l'Amérique n'est pas prête à élire une femme. On avait eu cet exemple en 2016, Léa, avec Hillary Clinton. Force est de constater qu'aujourd'hui, avec une candidate qui a mené, Lauren Groff le dit, une bonne campagne, en 3 mois seulement, en 100 jours seulement, mais la campagne n'est pas mauvaise. Kamala Harris, bien sûr, a eu le soutien de Barack Obama, qui parlait à sa place, dit-on. Oui, mais pas seulement. Elle existe. Il s'est démultiplié, Obama. Bien sûr, ça il a aidé. Vraiment, mais il a mouillé sa chemise. Malgré tout, Léa, il y a, c'est difficile à entendre, il faut peut-être aussi accepter de regarder en face. On est beaucoup dans le déni, nous, là-dessus, parce que ça ne correspond pas à nos valeurs. Et comme attendu, l'écart de vote entre les hommes et les femmes a été confirmé, comme vous pouvez le constater sur ce graphique du journal Le Parisien. Plus de la majorité des femmes a voté pour Kamala Harris et plus de la majorité des hommes a voté pour Donald Trump. 54% à chaque fois, c'était les chiffres de ce matin. Alors bien sûr, cette élection va avoir une incidence sur les relations internationales. Donald Trump a reçu des messages de la part des différents chefs d'État à travers le monde. Notre président Emmanuel Macron lui-même l'a félicité ce matin dans un tweet. Félicitations au président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous l'avons fait pendant 4 ans, avec vos convictions et les miennes, avec respect et ambition, pour plus de paix et de prospérité. Le décompte définitif des votes pourrait prendre, on le rappelle, plusieurs jours, notamment en cas de litige et recours juridique. On revient en France à présent et on va parler d'un autre vote, un vote qui a eu lieu au Parlement. Une nouvelle loi prévoit l'amélioration de la prise en charge des enfants atteints du spectre de l'autisme. Et l'école est bien au centre des nouvelles dispositions prévues par ce texte qui a été définitivement adopté hier par le Parlement après un ultime vote unanime du Sénat. Que prévoit cette loi ? Au moins un dispositif dédié à la scolarisation des élèves présentant un trouble du neurodéveloppement par circonscription académique métropolitaine et académie ultramarine, en maternelle ou en élémentaire. Pour le secondaire, ce sera un dispositif par département, plus de formation des équipes pédagogiques qui accueillent des enfants atteints d'autisme et des personnels de l'enfance aussi. Pour ces derniers, elles seront obligatoires, ces formations. Et puis 2 dépistages remboursés pour tous les enfants à 9 mois et 6 ans pour améliorer le repérage du trouble du spectre de l'autisme. Et on termine ce journal avec le lancement aujourd'hui d'une fondation dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire par l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Oui, et ce, à la veille de la journée nationale dédiée à cette cause. Le chef du groupe des députés Renaissance et bientôt patron du parti présidentiel a désormais une nouvelle casquette, celle de président d'association. Alors, quels sont les objectifs de faire face ? Il y en a 3 selon Gabriel Attal. Cette association, elle a plusieurs grandes missions. D'abord, organiser des interventions dans les établissements scolaires pour faire de la prévention, pour expliquer ce que c'est le harcèlement. Deuxième enjeu, c'est former la communauté éducative, former les personnels des établissements, former les parents aussi sur cette question du harcèlement. Le troisième objectif, c'est aussi d'accompagner les victimes et les familles de victimes du harcèlement, avec des avocats qui pourront les accompagner gratuitement, bénévolement. Les accompagner parfois en termes financiers parce qu'on sait que le harcèlement et ce drame peut avoir un impact évidemment aussi financier pour des familles. Et cette association s'inscrit dans la continuité des engagements pris par Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation entre juillet 2023 et janvier 2024, puisqu'il avait fait de la lutte contre le harcèlement scolaire la grande cause de son action.